Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kinopassion, votre nouveau rendez-vous cinéma. À l'âge de 8 ou 9 ans, mon invité a reçu comme un éclair sur la tête qui a déclenché sa passion pour le 7e art, le spectacle et les arts martiaux. Ses héros s'appellent Jean Marais, Jean-Paul Belmondo ou encore Bruce Lee. J'ai le plaisir de recevoir l'acteur, réalisateur, scénariste, producteur, chorégraphe de combat, le franco-canadien Niki Naudet. Bonjour Niki, bienvenue dans Kinopassion. Comment vas-tu? Ça va plutôt bien, je te remercie déjà de m'inviter et tout va bien. Ravi d'être là. Alors Niki, tu as joué dans de nombreux films en France, parmi lesquels Ma cité va craquer, Taxi 2, Les rivières pourpres, Le pacte des loups, Arsène Lupin, À bout portant, Les reines du ring, mais aussi à l'international dans La mémoire dans la peau ou encore Hitman. Excusez du peu, monsieur. Tu es le scénariste, réalisateur, producteur et interprète de plusieurs courts-métrages dont certains ont été primés dans de nombreux festivals. L'Ancien, co-réalisé avec Emmanuel Rodriguez, Retrouvailles, Into the Void, c'est ça? Into the Border, ouais. Into the Void, Confrontation et très récemment Chocolate Monsters 1 et 2, co-réalisé avec Tan Ingelai et James et Elvis, réalisé par Tan. Alors, Chocolate Monster, c'est comment dire, le premier et le deuxième volet, c'est réalisé uniquement par moi, mais par contre, Tan est ma, comment dire, est mon actrice, on va dire, et puis surtout ma grande inspiration, elle est bien plus qu'une, comment dire, parce qu'on est à la scène comme à la vie, donc elle est aussi un peu comme une muse, et c'est surtout maintenant quelqu'un avec qui, depuis maintenant 3 ans, on a profité de cette triste période liée au coronavirus pour alterner nos rôles, c'est-à-dire en tant que scénariste, réalisateur, acteur, producteur. C'est-à-dire on a tenu pas mal de casquettes, vu qu'il était impossible de réunir pour la plupart du temps les équipes. Donc, ce qui fait que quoi qu'il arrive, on est extrêmement liés. Mais pour les Chocolate Monsters, elle a fait plusieurs rôles aussi, notamment dans le premier, parce que effectivement, elle, enfin, co-réalise. Oui, vu qu'on s'est auto-filmé, donc elle a participé pleinement à la réalisation, au cadre, mais aussi bien au costume, au maquillage, à la production. C'est-à-dire que quand on regarde le générique du premier volet, vu qu'on l'a fait tous les deux essentiellement, on Oui. a eu le, comment dire, l'aide à distance de quelqu'un qui nous suit maintenant sur tous nos films, qui est François Maigret, qui est un compositeur, guitariste, et pas que parce qu'il joue de tout un tas d'instruments. Et c'est notamment aussi le lead guitar des No One is Innocent, qui est un groupe de rock qui marche plutôt bien depuis ces 20 dernières années. Et c'est surtout quelqu'un d'exceptionnel, c'est un très bon ami et qui nous accompagne pour faire tout l'habillage musical de nos films. Mais sinon, ouais, le premier volet, c'est absolument, quand on voit au générique, c'est-à-dire j'ai même monté le film, la colorimétrie, c'est un pote qui nous a filé un petit coup de main, et puis il y a deux petits effets spéciaux dans le film Mmh. où on a eu comment dire, la main d'un autre camarade réalisateur que je nomme, qui s'appelle Hachim Vazic, et qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de talent et qui, pareil, via le télétravail, il nous a filé un coup de main sur le premier volet. D'accord, c'est bien de leur rendre hommage. C'est Écoute, important. même C'est si là, important. pour le coup, c'était compliqué parce que, comme je le dis, le premier volet, on était en équipe ultra réduite. Mais oui, par contre, le deuxième volet, là, on était 20 et même peut-être plus parce qu'avec toute la post-production, on doit être à l'arrivée au générique au moins 26 ou pas loin de 30, on va dire. Et qu'encore une fois, les films, normalement, sauf Chocolate Monsters, qui est un contre-exemple, on va dire, mais les films se font en équipe. Donc, même si tu as des bonnes idées, même si tu as du talent dans différents corps de métier, ça ne se fait pas sans les équipes et on ne peut que les remercier. C'est grâce à eux qu'on arrive à faire nos films. Donc voilà, j'ai toujours une énorme pensée pour toutes les personnes qui, depuis le départ, se sont greffées sur nos différentes aventures un petit peu plus personnelles. Voilà. Alors, tu es aussi le chorégraphe et coordinateur de cascade d'une douzaine de longs métrages et courts métrages. Et on te doit les termes d'artiste cascadeur et de combat scénique. C'est pas faux. Il y a un moment donné, je n'ai rien inventé, c'est-à-dire c'est pas moi qui, comment dire, ai fait les premières chorégraphies de combat
au cinéma, au théâtre ou en spectacle. Mais disons qu'il fallait pour trouver, au lieu de dire juste chorégraphie de combat, qui est une des disciplines de la cascade humaine, j'ai voilà, concocté un terme qui est le combat scénique. Donc maintenant, voilà, c'est devenu. J'aurais dû en faire une franchise parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui pratiquent le combat scénique. Il y a beaucoup de chorégraphes de combat qui font du combat scénique. Mais à l'époque, je l'ai fait, comment dire, ouvertement comme ça pour qu'on puisse y mettre un terme. Et artiste cascadeur, oui, parce que je me suis réalisé que quand, j'ai réalisé que c'était bien joli, mais quand on utilisait un cascadeur, pas uniquement comme doublure, parce que le terme de cascadeur, tout de suite, ça évoque le fait de doubler des acteurs principaux, secondaires et autres. Mais quand un cascadeur va faire un petit rôle, même s'il parle très peu, c'est juste pour faire un bad boy qui va se prendre une grosse droite dans sa gueule, et ben en l'occurrence, il est en train de jouer la comédie. Donc là, il n'est plus uniquement cascadeur, mais il est un interprète, il est un comédien cascadeur, un interprète cascadeur. Donc ça a été un moyen justement comment dire, pas de remettre les pendules à l'heure, mais de faire comprendre aux productions que subitement, c'était plus non plus les mêmes tarifs, qu'il apparaissait à l'écran aussi comme interprète. Donc c'était un moyen de faire non seulement de faire pour prendre un petit peu plus comment dire, qu'on respecte un petit peu plus les cascadeurs qui devenaient comédiens accessoirement, et puis aussi au niveau pécunier, subitement, c'était plus les mêmes tarifs. Donc voilà, je me suis à l'époque un petit peu battu entre guillemets, au sens figuré, pour que les cascadeurs puissent aussi bénéficier d'un autre tarif, en l'occurrence, et d'avoir un petit peu plus de respect, parce que souvent, ça peut être aussi ingrat d'être uniquement une doublure. Il n'y a pas la même reconnaissance, bien évidemment, que quand tu es un interprète tout court. Très bien, mais merci pour ces explications parce que forcément le public n'est pas au courant de tout ça et on pense que un cascadeur, ben, c'est pas forcément un acteur et qu'un acteur n'est pas forcément un cascadeur. Même si, bien sûr, depuis Jean Marais et bien entendu Jean-Paul Belmondo, qui ont été les premiers, quoi. Jean Marais était, je crois, le premier acteur à faire ses cascades lui-même, à monter à cheval, à se battre à l'épée, voilà, tout ça, bien sûr, sous la direction de grands maîtres d'armes. Mais euh, aujourd'hui, on a tendance un peu à tout mélanger, quoi, et se dire, tiens, tel acteur, bon, ben, oui, il est doublé par un cascadeur, mais il y a des acteurs qui se doublent eux-mêmes, quoi, qui ont pas de doublure, dont toi. Que tu es avant tout un acteur, tu es d'abord acteur, et puis voilà, la cascade, le combat, tout ça vient aussi en plus, quoi. Alors, je reviendrai sur mon parcours, mais c'est une tradition qui existe, en fin de compte, les hommes d'action, depuis très longtemps, et notamment depuis l'époque du cinéma muet. Il suffit de se rappeler de Charlie Chaplin ou Buster Keaton, qui sont encore pour moi des inspirations, dans le sens où en plus, il n'y avait pas les mêmes normes de sécurité à l'époque. Ils prenaient beaucoup plus de risques encore qu'aujourd'hui. Et en même temps, c'était très souvent des plans séquences où ils étaient capables d'effectuer certaines cabrioles, certaines cascades, certaines chutes qui étaient absolument impressionnantes. Vu encore une fois, voilà, tu n'avais pas le même genre de matelas, tu n'avais pas le même genre de protection. Donc ces gens-là déjà avaient inspiré ce type comment dire, d'acteurs qui étaient capables non seulement de jouer la comédie, même si c'était du cinéma muet, mais qui étaient aussi capables de faire leurs propres actions. Ça a été, comment dire, ça a été perpétué par des gens, notamment voilà, comme Jean Marais, Belmondo, ou encore Charles Bronson, ou tout un tas même les John Wayne et autres qui montaient à cheval, ils ne chutaient pas automatiquement, mais tous ces acteurs à l'époque essayaient d'aller le plus loin possible dans l'interprétation, quitte à prendre des risques et justement à essayer de faire leurs propres actions, leurs propres cascades eux-mêmes. Il y a un modèle encore vivant et qui est assez impressionnant parce je crois qu'il a, ça y est, il a 60 ans, où il va les avoir dans très peu de temps, c'est Tom Cruise. Tom Cruise, il est sidérant. Je pense qu'il y a plus d'un comédien qui serait tenté. Après, maintenant, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes acuités pour pouvoir les faire. Ou alors ça demande beaucoup de travail. On fera une aparté là-dessus sur Matt Damon. Matt Damon n'était pas un combattant professionnel, ni un boxeur, ni quoi que ce soit au niveau des différentes disciplines martiales. Par contre, il s'est entraîné comme un dingue pour avoir le niveau qu'il a dans La mémoire dans la peau. Mais Donc on tu y nous reviendra. parleras, voilà, tu nous en parleras
tout à l'heure. Et pour ma part, alors moi, effectivement, tu me demandais la cascade. Oui, effectivement, moi, mon parcours au départ, je suis tout ce qu'il y a de plus comédien. J'ai une formation assez classique. J'ai fait 4 ans de théâtre avec 2 différentes écoles. Il y a eu, comment dire, Laura Zinora et Ada Albon, l'école roumaine, qui sont venus en France quand Ceausescu a, comment dire, a perdu son pouvoir et a perdu pas que le pouvoir, mais la vie tout court. Et vu qu'ils faisaient partie du théâtre national, c'était très chaud pour eux. Donc, ils ont dû s'expatrier, enfin partir de Roumanie avant qu'il leur arrive de sérieux problèmes, bien que ça n'était que des artistes, hein, ils n'étaient pas impliqués dans la politique. Mais voilà, vu qu'ils travaillaient pour le théâtre national, ils faisaient indirectement partie du gouvernement et leur tête aurait pu tomber aussi. Et Annie Noël aussi pendant 2 ans, qui n'est plus, et paix à son âme, qui était la femme de Serge Reggiani à l'espace Reggiani. Et pendant 2 ans, j'ai aussi étudié avec elle, où j'ai beaucoup appris. Et il y a eu un moment donné, quand j'ai commencé à vouloir faire ce métier, avec mes premiers castings, on m'a proposé des choses qui ne me plaisaient pas du tout. Même si ce type de programme a bien marché pour AB Productions et toutes les différentes séries comme le Miel et les abeilles, Hélène et les garçons, tout ça, c'était pas ma tasse de thé, notamment comme spectateur. Je trouvais ça pas bien, ça ne me plaisait pas. Et quand on m'a proposé de passer les essais, je l'ai fait. Et j'ai failli être retenu et je suis bien content de ne pas l'avoir été parce que la plupart de ces interprètes, c'est des gens qui n'ont pas vraiment fait de carrière après. J'avais l'impression que je me tirais une balle dans le pied si je cédais, comment dire, à la proposition. Donc j'ai préféré être patient, j'ai préféré attendre pour qu'on puisse m'offrir d'autres choses dans différents formats comme le cinéma. Et en attendant, pour continuer à faire ce métier, je me suis improvisé comme chorégraphe et comme régleur de cascade humaine. C'est quelque chose que je n'ai pas été formé par un autre régleur, un autre chorégraphe. Ça en a fait rager plus d'un, je pense, parce que notamment un film comme Ma cité va craquer, je l'ai fait quand j'avais 27 ans. J'arrivais de nulle part et tout de suite, je devenais chorégraphe, régleur. Comme je dis, ça a pu en choquer certains et même les énerver. Mais depuis que j'étais gamin, j'ai toujours, même avec les petits camarades à l'école, je faisais des chorégraphies de combat et puis j'adorais me jeter dans les escaliers. C'est un truc que je savais, que je sentais faire, même si voilà, j'ai été formé en kung-fu, j'ai été formé dans les différentes boxes, je suis devenu maître d'armes, je me suis entraîné toute ma vie depuis que je suis gamin, depuis que je suis arrivé du Canada, depuis l'âge de 8 ans, où cette même année en 73, Bruce Lee décédé. Entre ça et Jean Marais, que j'ai vu en train de faire, comment dire, le personnage du bossu de Lagardère à la télé, voilà, c'était devenu une évidence que je voulais ressembler à ces gens-là. Et pour ça, fallait non seulement apprendre le métier d'acteur, et pas que, parce que je voulais aussi devenir auteur, réalisateur, chorégraphe de combat. Et pour devenir chorégraphe de combat et régleur de cascade humaine, fallait apprendre le combat, s'entraîner. C'est ce que j'ai toujours fait et c'est ce que je fais encore. Je m'entraîne tant que ça dure et je le ferai le plus longtemps possible. Tout ça n'est que, comment dire, que temporaire. Donc, tant qu'on est là, autant savourer, profiter. Et puis, la santé, voilà, c'est ce qui nous permettra peut-être au niveau de la longévité, de la durabilité, de rester en forme le plus longtemps possible et pouvoir faire encore des films d'action. Quel est ton film référence, ton film coup de cœur, le film qui a déclenché ta passion pour le cinéma? Alors, je crois que précédemment, j'ai parlé du bossu de Lagardère de Jean Marais, qui a été, on va dire, le premier film qui, encore une fois, m'a donné réellement le désir de vouloir faire ce métier. Et, si possible, de ressembler à ce genre d'acteur qui était absolument incroyable. J'ai eu la chance, en plus, de travailler avec lui, Monsieur Jean Marais, qui a été une énorme source d'inspiration. C'est indéniable, mais pas que. Comme je disais, Bruce Lee, la même année en 73, décédé, et ça a été aussi un énorme coup de cœur. Et sans compter que voilà, c'était quelqu'un qui était capable de réaliser, de chorégraphier ses combats, d'être auteur aussi, philosophe. Là, je suis en train de me relire les pensées percutantes de Bruce Lee en ce moment. C'est quelqu'un qui a eu une vie extrêmement rapide, parce qu'il est mort à l'âge de 32 ans. Et c'est phénoménal tout ce qu'il a pu accomplir en aussi peu de temps. Donc ces 2 personnes ont été des révélations et c'est ce qui m'a permis
Et ce qui me permet encore d'être là aujourd'hui, parce que très souvent, je leur fais des petits clins d'œil, notamment dans les combats. J'essaie toujours de leur tirer une forme de révérence pour ne pas oublier que c'est encore une fois grâce à eux que je suis là, que j'ai fait ce métier. Mais il n'y a pas que… Je ne vais pas m'étaler et citer tout le monde, mais ne serait-ce que des gens, si on reste en France, dans les vieilles figures et dans des personnes mais emblématiques comme Gabin, comme Ventura, comme Louis Jouvet, comme, encore une fois, je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, Michel Serrault. Il y a des gens qui m'ont juste fasciné. Du côté des Américains, c'est pareil. Je parlais de Bronson ou même encore de Clint Eastwood qui réunit pareil tout ce que j'aime, c'est-à-dire d'être capable d'être un acteur, auteur, réalisateur. Mais il y a des gens qui, notamment comme Al Pacino et De Niro, bien évidemment, les deux m'ont beaucoup inspiré, notamment sur la méthode de travail, sur la façon d'appréhender les personnages. Même si j'ai une légère petite préférence pour Pacino, mais encore une fois, elle est très légère parce que De Niro, pareil, quand je vois Raging Bull de Scorsese, c'est juste phénoménal ce qu'il a été capable de faire. Il me serait difficile de partir qu'avec un seul film sur une île. Mais disons que voilà, un de mes films de chevet, un des films que j'adore, c'est vraiment Dog Day Afternoon, un après-midi de chien. C'est un film qui m'a complètement bouleversé à l'époque quand je l'ai vu. Et quand je le revois encore, c'est pareil, c'est un film qui, pour moi, ça a désuet, je pense pas, franchement, parce qu'il y a des films, ils sont capables de traverser le temps et les époques et vieillissent pas. Surtout que le sujet, en plus, c'est quand même assez fort, en plus d'après une histoire vraie. Peux-tu nous raconter une ou des anecdotes qui ont marqué ton parcours cinématographique? Alors, j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui m'a vraiment marqué, pour parler notamment d'élégance. C'est ma rencontre avec Matt Damon sur La mémoire dans la peau, parce que c'est quelqu'un de particulièrement brillant et qui n'hésite pas à s'investir dans différentes causes. Donc humainement, c'est un mec super chouette. Et au niveau professionnalisme, c'est quelqu'un d'assez surprenant, quoi. Voilà, et de très simple humainement. Et donc, durant les trainings, de temps en temps, bam, bam, il y avait des coups qui passaient. Et même durant le tournage, bim, je me prenais des fois un coup, ça arrivait, quoi. Sans trop de pertes et fracas, mais voilà, tu prends quand même des beignes. Alors, même s'il y a la technique de la main molle, tout ça, malgré tout, tu prends des beignes. Et à la fin du tournage, j'ai quelqu'un qui est venu, qui était son chauffeur à l'époque, et qui est venu chez moi. Ding dong, bonjour. Et puis avec une énorme caisse. Et il me dit, tiens, je prends la caisse qui était un petit peu lourde. Et c'était une énorme caisse de champagne, Veuve Clicquot, avec un petit mot de la part de Matt Damon en me disant, I'm so sorry, you know, every time I hit you, I didn't mean to. And, you know, this is it. And je vais la faire en français. Et donc, tout ça pour dire que ça a été une façon tellement élégante. Et moi, bien évidemment, je l'ai appelé aussi sec en lui disant, you know what, Matt, we're going to have some champagne together. Et j'ai été à l'hôtel dans lequel il était encore avant de repartir aux États-Unis. Et on ne s'est pas fait qu'une bouteille, on s'en est fait deux, trois, je crois, de mémoire avec un bon souper. Donc voilà, c'est un des jolis souvenirs. Et j'ai trouvé ça tellement, ouais, encore une fois, tellement élégant de sa part. C'était et pas que, parce qu'une fois, voilà, quand je ramenais mon fils sur le plateau, il le faisait dormir dans son carloge, il lui commandait des sushis, non, c'est vraiment c'était une belle rencontre et de très beaux souvenirs. Voilà. Bien, merci. Et donc, Matt Damon, un grand monsieur. Et ça, c'est toujours bien de savoir parce que, voilà, on n'a jamais, on connaît jamais les passages. Mais là, ton témoignage ne fait que renforcer ce qu'on peut penser de lui. Parce qu'on le voit en interview, mais on sait ce qu'il y a aussi derrière. Mais voilà. Donc, merci, Niki, pour cette très belle anecdote avec Monsieur Matt Damon. Quel est l'objet cinéma que tu as choisi de nous présenter? Et peux-tu, bien sûr, nous en raconter l'histoire, s'il te plaît? Raconte-nous l'histoire de cet objet. Parce que… Écoute, je reste encore dans The Bourne Identity, Oui, dans la mémoire dans la peau. allons-y. Voilà, ça, c'est le push dagger, ok. C'est-à-dire Ouais. avant de me faire planter un stylo dans la main, ok. Et ben j'avais ce petit objet, ok. Voilà. Quand je me bats, quand je le sors de ma Rangers, c'est je ne sais pas si on entend, mais Ouais, ouais, on entend. c'est de l'aluminium, ok. Ouais. Donc c'est comment dire, c'est un objet qui est fabriqué exprès
pour ce genre de combat. Mhm. Mais quand on entend le bruit, l'aluminium, ça reste un type de métaux. Donc, tu penses bien que si je le prends là, quand on le frappe très très fort, très rapidement, et si on loupe son coup, ça, je peux te dire que ça tue de la même manière que si c'était un push dagger en acier, en fer ou dans n'importe quel type de métal. Donc, il faut savoir pour l'anecdote, l'unique push dagger qu'il y a eu, si sur les gros plans, c'était celui en acier. Mais sinon, l'autre, c'était celui-ci, c'était cet objet qu'on m'a donné à la fin du tournage, parce que j'essaie toujours d'avoir la griffe du pack des loups. Par contre, je ne sais pas, avec les différents déménagements, je crois que j'ai perdu. Ça m'emmerde parce que c'était un objet que j'aimais beaucoup. Mais ce petit push dagger, c'est celui qui a servi durant tout le combat. Voilà. D'accord. Ce qui fait que Matt Damon, voilà, pour encore parler de son implication et de son investissement dans le combat, a quand même pris le risque avec moi de se faire attaquer avec ce petit objet qui peut être un objet absolument mortel. On n'en a pas fait construire un en latex. Tout ça pour dire qu'il a été extrêmement courageux et très confiant avec moi pour pouvoir faire cette scène d'action avec ce genre d'objet. Mon cher Niki, nous allons parler de ton actualité. Mhm. Alors, je te laisse nous présenter Chocolate Monster 2. Écoute, Chocolate Monsters 2, qui est le dernier des bébés, le dernier des films qu'on a fait. Alors, Chocolate Monsters 2, pourquoi? Parce que le premier, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, précédemment, au début de notre conversation, on n'a pas pu faire le film qu'on voulait faire, du fait qu'il était interdit durant le premier confinement de se rencontrer avec les équipes pour pouvoir continuer à faire nos métiers. Nous, ça ne nous a pas découragés. Avec le Choco Monsters numéro 1, on a décidé de le faire quand même. Et donc, comme je l'ai expliqué, on est une équipe très réduite. Et en même temps, nous, on a été extrêmement surpris parce que ce film, on pensait que ça allait faire, allez quoi, un festival, 2 festivals, pour nous, c'était gagné. On était très, très contents. Et en fin de compte, on a fait plus de 70 sélections et on a eu, Ouais. je crois, une trentaine de prix, si ce n'est même peut-être plus. Des prix de meilleure comédie, des prix de meilleur film tourné avec un téléphone portable, oui, parce que j'avais oublié de préciser, mais j'ai fait le film avec cet objet qui est toujours le 8S. J'ai même monté le film avec mes pouces sur iMovie. C'est pour vous dire. Et le film a eu un franc succès dans le monde entier, sauf pas en France, comme un fait du hasard. C'est très étrange. Bon, le film est en anglais, vous me direz, mais enfin quand même. En tout cas, dans le monde, ça s'est bien baladé. Et on s'est dit, waouh, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On était tenté de faire une suite. Mais cette suite, par contre, on s'est dit, on va la faire avec une véritable équipe et on va tourner autrement qu'avec un petit téléphone portable 8S. Non, on va tourner avec une Red Dragon, une véritable équipe, et c'est ce qu'on a fait. C'est pas vraiment une suite, c'est plutôt un deuxième opus, pardon. C'est une deuxième aventure des Chocolate Monsters et plus particulièrement des deux personnages de Roxy et Bill. C'est toujours en anglais. Tu as fait tes 2 derniers films en anglais. Alors, pour l'international, c'est beaucoup mieux. Mais maintenant, est-ce que c'était vraiment... quelle était la volonté, la motivation derrière tout ça de tourner 100%, 100% en anglais? Alors écoute, il y en a même eu plus de deux parce que Jane et Elvis, Elvis Presley. Ok, Oui. donc ça se passe aux États-Unis. Donc, comment dire, ça nous paraissait tellement évident de le faire en anglais parce que de par le sujet, l'action se passe aux États-Unis au même titre que Confrontation. C'est pareil, encore une fois, pourquoi ça nous paraissait évident de tourner en anglais dans une époque, on ne sait pas trop, hein, il n'y a pas de téléphone portable, donc on est plus dans le courant des années 80, un petit peu comme avec Jane et Elvis, on est plus ou moins dans les années 70. Et pour revenir aux 2 volets de Chocolate Monsters, c'est pareil, c'est une action qui se passe quelque part en Amérique du Nord. Donc Ouais. pour nous, à moins de le tourner avec un accent québécois, là, pour vraiment faire comprendre que on vient du Québec, Chris d'Assis Corrales. Mais c'était pas le sujet non plus. Mais voilà, tous les films qu'on a fait ces derniers temps, vu que c'est des histoires qui se passent quelque part, sans préciser où, en Amérique du Nord, pour nous, il était évident qu'il fallait tourner en anglais. Merci Niki d'avoir participé à ce numéro de Kino Passion. Merci d'avoir partagé avec nous ton expérience et ta passion pour le cinéma. C'est moi. Merci à vous de nous avoir regardés. Si cela vous a plu, comme d'habitude, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à faire abonner vos amis, à la partager cette chaîne, à la faire connaître.
Et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Kino Passion avec un nouvel invité. Salut Niki, salut à tous, à bientôt. Et merci Et encore. vive le cinéma, allons au cinéma et vive la passion du cinéma.